Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est donc la troisième et normalement dernière vidéo de la semaine avant que vous puissiez passer un bon week-end de repos, même avec un couvre-feu à 18h. Donc aujourd'hui nous allons un peu inaugurer une toute nouvelle catégorie de vidéos. On n'est pas tout à fait sûr qu'on va être vachement régulier dans cette catégorie-là, mais en tout cas voilà, ce sera un peu les grandes questions qui se posent dans le Wizarding World et dans le monde plus généralement de Harry Potter. Donc vous l'aurez compris, ça va être une vidéo où on va effectivement parler un peu de l'histoire et d'histoire des reliques de la mort, mais c'est aussi une vidéo où on va essayer de répondre à une question, en l'occurrence, que signifie être le maître de la mort? Est-ce que cela signifie l'immortalité ou pas? Donc, pour commencer cette vidéo, on va d'abord refaire un petit laïus sur les reliques de la mort, puisque c'est évidemment l'un des grands mystères qui est au cœur de la saga Harry Potter, mais vous le savez également, c'est un mystère que l'on va retrouver probablement dans les 3 prochains volets des Animaux Fantastiques, puisque effectivement le symbole des reliques de la mort, qui est un symbole que Grindelwald s'était approprié dès sa scolarité à Durmstrang, a été présent dans le premier film et présent dans le second film, de manière d'ailleurs extrêmement visible, puisqu'on voyait dans nombre de brochures publicitaires, mais également sur l'affiche, le logo des reliques de la mort. Donc, évidemment, c'est pas un symbole comme les autres. Et là-dessus, on va pouvoir revenir avec vous à la fois sur l'histoire et également aussi sur ce que l'on peut déduire de la volonté de J.K. Rowling d'associer ce symbole, maintenant si célèbre, à sa saga. Alors, les reliques de la mort, à la base, ce sont 3 artefacts magiques qui ont été créés par la mort elle-même et offerts aux frères Peverell pour les remercier de leur talent de sorcier et d'avoir su si bien se tirer du mauvais guet-apens dans lequel ils étaient. Alors, vous le savez, l'histoire des reliques de la mort, au final, on la retrouve dans un conte qui est très enfantin, c'est les contes de Biddle le Barbe, et notamment, plus spécifiquement, le conte des 3 frères. Alors, il faut savoir que J.K. Rowling a toujours eu en tête, dès qu'elle a écrit les premiers tomes de Harry Potter, qu'il y aurait cette histoire des contes de Biddle le Barbe quelque part. On vous fera peut-être une vidéo spéciale sur le sujet, parce que c'est vrai que le conte des 3 frères n'est pas le seul et unique conte de Biddle le Barbe, il y en a plein d'autres, évidemment, aussi, et qui sont tout aussi intéressants et qui font d'ailleurs un peu écho, même si ça se passe dans un monde qui est tout à fait différent, au tout dernier livre que J.K. Rowling a publié, l'Icabod. Alors, le conte des 3 frères, que l'on retrouve donc dans les contes de Biddle le Barbe, raconte effectivement, et vous vous souvenez de cette très très belle séquence cinématique que nous avions pu voir dans Harry Potter et les reliques de la mort, où on découvrait finalement une animation qui était vraiment absolument épatante et qui au final était probablement la meilleure idée pour représenter ce conte-là. Vous vous souvenez donc que les 3 frères Peverell cheminent vers une destination inconnue et qu'ils arrivent auprès d'une rivière extrêmement profonde et avec un courant qui les empêchait de traverser à pied. C'est à partir de ce moment-là où ils se saisissent de leurs baguettes et vont fabriquer un pont. Et au milieu de ce pont, ils vont croiser la mort, qui est absolument furieuse en fait d'avoir été privée de 3 âmes, alors que ce piège naturel lui servait effectivement à en récolter. Et donc du coup, la mort, qui a souhaité se jouer un petit peu des 3 frères Peverell, a décidé de leur offrir un certain nombre de cadeaux et chacun pouvait choisir en fait un cadeau. Alors Antioche, qui était le premier frère, demanda à la mort une baguette totalement invincible qui allait lui permettre de régler un certain nombre de cas avec des gens avec qui il avait eu des désaccords ou des conflits. Le second frère, Cadmus, va décider lui de demander un instrument permettant effectivement de ressusciter les défunts. On sait que Cadmus avait perdu peu de temps avant la femme qu'il convoitait, qui était malheureusement décédée, mais en même temps, il n'y avait pas que ce côté romantique là dans la volonté de Cadmus Peverell d'obtenir la pierre de résurrection, mais c'était aussi une manière quelque part d'humilier un peu la mort. Donc la mort a ramassé une pierre qui se trouvait au sol et l'a remis au frère en lui affirmant que l'objet pourrait ramener les morts à la vie. Le troisième frère, Ignotus, qui est l'un des ancêtres de Harry Potter, lui a préféré rester humble en demandant un objet qui lui permettrait de quitter l'endroit où il se trouvait et sans que la mort ne puisse le suivre. Et à contre-cœur, elle va lui tendre effectivement un morceau de sa propre cape, ce qui deviendra plus tard la cape d'invisibilité dont Harry Potter héritera lors de sa première année à Poudlard. Alors,
de manière assez claire, ces 3 reliques de la mort faisaient, paraît-il, et ça c'est une légende qui est apparue au fur et à mesure des siècles, hein, ce n'est pas spécifiquement dit dans le conte des 3 frères de Biddle le Barbe, ça en faisait les maîtres de la mort. Alors effectivement, la baguette de Suro, donc, qui avait été confiée à Antioche, elle va avoir une histoire très particulière, hein, qui va passer de main en main, et non pas dans un schéma héréditaire, hein, ça va être vraiment une baguette qui va, voilà, au fur et à mesure des combats, changer à plusieurs reprises de dynastie, jusqu'à arriver dans les mains de Dumbledore, puis dans celles de Draco Malfoy, et enfin Voldemort, puis Harry Potter. Et enfin, ensuite, vous avez la pierre de résurrection qui, elle aussi, a priori, va rester quand même certainement dans une ou 2 familles, mais toutes plus ou moins reliées à la famille des Serpentards et à la famille des Gaunt, même si évidemment Salazar Serpentard par exemple n'a jamais eu la pierre de résurrection, puisque ces pierres auraient été créées aux alentours du XIIIe siècle à peu près, alors que Salazar Serpentard et les autres fondateurs de Poudlard étaient morts depuis belle lurette. Pour ce qui est de la cape d'invisibilité, Ignotus, lui, va la garder, et c'est celui qui vivra le plus longtemps avant de la confier à son fils, et c'est comme ça que ça continuera, y compris après Harry Potter, qui le léguera à l'aîné de ses enfants, James, pour justement réussir à perpétrer cette tradition familiale de transmettre la cape d'invisibilité. Alors, évidemment, la recherche des reliques, c'est quelque chose qui est apparu assez rapidement, hein, puisqu'il y avait déjà eu des rumeurs au sujet de la baguette de Suro notamment. La cape d'invisibilité est toujours passée un peu inaperçue. Après tout, vous nous direz, c'est son rôle de passer inaperçu. Et quant à la pierre de résurrection, très très lentement, elle a été vraiment gardée secrète dans la famille des Gaunt et n'a jamais été transmise véritablement à d'autres familles. Et c'était vraiment devenu quelque part un trésor et qu'il n'était pas possible effectivement d'utiliser à l'envi comme la baguette de Suro qui elle vraiment a subi une histoire beaucoup plus tourmentée. Alors faut savoir que Grindelwald lui était déjà à la recherche des reliques de la mort l'été où il est arrivé à Godric-Hollow chez sa tante Bathilda Tour-de-Sac en 1899 où il fera notamment la connaissance d'Albus Dumbledore. À cette époque-là, on sait, d'après Bathilda Tour-de-Sac, qu'il cherche particulièrement la pierre de résurrection, dans le secret espoir, et ça on ne sait pas si Dumbledore était au courant, de construire une armée d'Inferi. Et évidemment, autre artefact des reliques de la mort qui intéressait particulièrement Grindelwald, c'était la baguette de Suro. Alors, on ne sait pas s'il a trouvé la pierre de résurrection, mais a priori dans la généalogie telle qu'elle a été établie par J.K. Rowling et l'histoire telle qu'elle est contée dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, en tout cas dans le livre puisque le film a complètement oublié de traiter de ce sujet, a priori la bague est bien restée chez les Gaunt, donc on peut en déduire que Grindelwald n'a jamais été en possession de cette même bague. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir effectivement si la pierre de résurrection a la capacité de construire une armée d'Inferi. Alors ça, on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet qui doit être traité à part entière. Par contre, évidemment, Grindelwald va s'emparer de la baguette de Suro. Ça, c'est clair, c'est net. On sait aussi à qui il va la voler, en tout cas au cours d'un duel. Ce sera à Mirem Grigorovitch, donc a priori avant 1926, c'est-à-dire avant le film des Animaux Fantastiques. Et ensuite, la baguette, évidemment, à partir de 1945 et après le duel entre Albus et Gellert Grindelwald, ira à Dumbledore et c'est lui qui deviendra le nouveau maître de la baguette et presque le dernier maître avant qu'il ne soit désarmé par Draco Malfoy dans la tour d'astronomie. Alors, Gellert Grindelwald, ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais été en possession des 3 reliques de la mort. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il connaissait l'existence de la cape d'invisibilité, mais cette cape d'invisibilité est très bien protégée chez les Prévrel puis chez les Potter, et même Albus Dumbledore n'en a entendu parler que très tardivement dans l'histoire des reliques. Alors d'ailleurs, Albus Dumbledore va être l'un de ceux qui va rechercher les reliques le plus longtemps avec Grindelwald, puisque c'est vrai que à partir du moment où Grindelwald l'a instruit un petit peu sur cette histoire de reliques, etc., c'est vrai que Albus Dumbledore, quand il était jeune, s'est mis un peu dans cette tête que Grindelwald avait raison et que effectivement les reliques de la mort étaient peut-être un moyen de prendre le dessus sur le monde des Moldus pour évidemment le plus grand bien, comme c'est très bien explicité dans la correspondance entre Dumbledore et Grindelwald que l'on voit dans le livre de Rita Skeeter. Alors, cependant, évidemment, Albus Dumbledore, après la mort d'Ariana, va se rendre compte que effectivement, il a été complètement aveuglé
par ses désirs de pouvoir et de supériorité, que la voie qu'il avait choisie auprès de Gellert Grindelwald n'était absolument pas la bonne, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de ne plus jamais prendre le risque de partir un peu à l'aventure avec des idées très particulières comme étaient celles de Grindelwald, mais même plus loin, puisque même quand on lui proposera d'avoir presque le pouvoir suprême sur le monde magique britannique, c'est-à-dire de devenir ministre de la magie, on sait qu'il a refusé à au moins 3 fois. Rowling dit peut-être qu'il a même refusé plusieurs fois, et c'est vrai que même ces postes à pouvoir dans l'organigramme du ministère de la magie n'ont jamais été absolument extraordinaires, mis à part peut-être président sorcier du Major Maggot, mais encore une fois à une époque qui était très particulière. Mais néanmoins, c'est pas parce que Albus Dumbledore renonce un peu à ses désirs de pouvoir et de grandeur et qu'il va s'opposer à la montée de Grindelwald en Europe, et on sait que ça va aboutir à un duel dans la Forêt Noire qui promet d'être épique, et on espère que dans les Animaux Fantastiques 4 ou 5, on aura l'occasion de voir un duel absolument mémorable. Donc ça ne veut pas dire qu'en fait Albus va abandonner sa quête des reliques de la mort. Par exemple, la pierre de résurrection va être certainement l'artefact, et ça on l'apprend dans le livre de Bathilda Tour de Sac, ça va être l'artefact qu'il va rechercher le plus longtemps, parce qu'il n'avait pas encore compris véritablement la portée philosophique de l'objet, et espérait pouvoir ramener à la vie Ariana. Sauf que malheureusement, évidemment, Dumbledore ne retrouvera jamais la pierre de résurrection dans une période où il était encore jeune, il ne la retrouvera que bien plus tard, après avoir fouillé la maison des Gaunt. Donc, à partir de ce moment-là, Albus Dumbledore va se dire, comme la pierre de résurrection pour l'instant est inatteignable, il ne savait pas par où chercher, il savait très bien néanmoins que la baguette de Suro représentait un danger monumental, et il ne voulait pas l'avoir pour lui-même. Bien sûr que non, il voulait l'avoir pour empêcher que les gens puissent se servir de la baguette de Suro, et donc imposer évidemment leur volonté au monde magique. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi, à un moment donné, il a fallu que Dumbledore réponde un peu à l'appel, comme on l'a vu dans les crimes de Grindelwald du ministère de la magie britannique, d'aller combattre Grindelwald pour récupérer cette baguette de Suro. Alors évidemment, le ministère de la magie n'avait pas imaginé que la baguette de Suro faisait partie de l'identité même du pouvoir qu'exerçait Grindelwald, à la fois sur ses fantassins et ses soutiens, mais surtout en fait, c'est vrai que la puissance magique qui était celle de Grindelwald impressionnait tellement qu'il fallait évidemment un sorcier tout aussi charismatique et tout aussi ambitieux pour réussir à le stopper. Donc on sait que Dumbledore va être plus ou moins contraint d'aller au combat contre son ancien ami, et va donc prendre possession de la baguette après avoir effectivement emprisonné Grindelwald dans sa prison de Durmangard. Après le combat contre Grindelwald en 1945, Albus Dumbledore va certainement et probablement continuer sa recherche des reliques, mais en réalité, on ne va plus en entendre parler du tout dans l'histoire du Wizarding World pendant un petit moment, puisque ce n'est qu'en 1981, quand James Potter va parler dans le cadre de l'Ordre du Phénix à Dumbledore de sa cape d'invisibilité, que ce dernier va en fait se rappeler effectivement que dans les contes de Biddle le Barbe, il y avait cette histoire de cape d'invisibilité qui donc a priori ne serait pas perdue, et il demande donc à ce moment-là à James de lui prêter pour l'examiner et également pour s'en servir dans le cadre d'un certain nombre d'activités de l'Ordre du Phénix pendant la Première Guerre des Sorciers. Évidemment, malheureusement, peu de temps après, James va mourir avec Lily, Harry va être confié à ses oncles et tantes, et malheureusement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va véritablement perdre la trace de la cape d'invisibilité qui restera chez Albus Dumbledore, et c'est la première fois en fait que cette cape quittera la famille des Peverell et des Potter. L'histoire ramènera cette cape à Harry Potter, puisque Dumbledore lui remettra au moment de Noël, de manière très anonyme, en 1991, lors de la première année de scolarité de Harry Potter à Poudlard, ce qui permettra à Harry de faire tout un tas de conneries. Pas possible évidemment avec cette carte, mais ça c'était évidemment prévisible. Alors ensuite, Albus Dumbledore va quand même continuer cette histoire des reliques de la mort, parce qu'il soupçonne en fait qu'un certain personnage cherche également à retrouver ces reliques. On sait que Voldemort a toujours eu un attrait pour les éléments magiques absolument extraordinaires, et il se trouve que Voldemort était déjà en possession à une époque de la bague des Gaunt, qu'il avait déjà transformée en Horcrux.
Il cherchait évidemment la baguette de Suro, mais on pense en tout cas qu'il avait très bien compris que Dumbledore en était le propriétaire et que donc pour arracher cette baguette, il fallait être suffisamment fort pour s'opposer à Dumbledore, ce qui n'était pas peu dire en tout cas à l'époque. Quant à la cape d'invisibilité, on peut imaginer que Voldemort n'a jamais été très intéressé par cette cape, parce que le but de Voldemort est non pas de disparaître, mais de vaincre à peu près tout le monde, et c'est pour ça que la baguette de Suro pour lui avait une importance beaucoup plus forte que la pierre de résurrection ou la cape d'invisibilité. Donc Dumbledore, lui, va finalement trouver la pierre de résurrection en 1996. Et alors là, on a une petite question, en tout cas un petit doute qu'on ne sait pas véritablement bien éclaircir, puisque Albus Dumbledore va passer cette bague à son doigt. Alors, est-ce qu'il la passe dans l'optique de mieux comprendre la magie à l'intérieur de cet objet? À cette époque-là, c'est pas impossible, puisqu'il commence à comprendre ce que sont les Horcruxes, mais la dimension magique lui échappe encore. Bon, on sait que la bague va lui causer un mal incurable, que Rogue réussira à limiter dans un premier temps, mais qui reste néanmoins malheureusement extrêmement dangereux et qui conduira à sa mort quelques années plus tard. La bague des Gaunt sera détruite par l'épée de Gryffondor, et c'est à ce moment-là qu'en fait la pierre de résurrection, délivrée de la partie d'âme de Voldemort, va retrouver l'ensemble de ses caractéristiques propres à celles des reliques. À partir de ce moment-là, on ne sait pas véritablement si Dumbledore a voulu en fait utiliser dès le premier passage au doigt de cette bague, a voulu utiliser les propriétés pour faire revenir Ariana. En tout cas, ça n'a pas été dit dans les livres. Et ensuite, on ne sait pas s'il a retenté l'expérience. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va cacher cette bague dans le vif d'or que Harry avait attrapé lors de son premier match de Quidditch à Poudlard, en tant qu'attrapeur des Gryffondor. Et ensuite, évidemment, Dumbledore malheureusement décédera peu de temps après, à la fin de l'année 97, à la fin de l'année scolaire 97. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une troisième personne va commencer à s'intéresser de très près aux reliques de la mort. Et c'était évidemment Harry Potter. Alors Harry Potter, lui, il avait déjà une relique de la mort en sa possession, même s'il l'ignorait. L'artefact magique assez cool pour faire beaucoup de bêtises dans Poudlard et pour se balader à l'insu des professeurs et des préfets était en réalité l'un des instruments magiques les plus puissants de tout le monde magique. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais il n'en avait pas connaissance. Alors, ensuite... quand on retrouve Harry au tout début des aventures de Harry Potter et les reliques de la mort, on sait que Rufus Grimgeour, qui était le nouveau ministre de la magie britannique, se rend au terrier pour lire le testament de Dumbledore, qui avait laissé un certain nombre de biens à Harry, Ron et Hermione. À Hermione, il lui avait laissé un exemplaire des contes de Biddle-le-Barbe, sur lequel était griffonné une simple inscription, en fait, un simple petit dessin d'un triangle avec un rond et au milieu un trait. Au début, évidemment, Hermione ne fait pas le lien et va être très étonnée, effectivement, de découvrir ce livre offert par Dumbledore, qui n'est pas le livre le plus savant, puisqu'à la base, il ne s'agit simplement que d'un simple livre pour enfants. C'est un peu comme les contes de Perrault ou les contes de Grimm qu'on peut lire aux enfants le soir avant de dormir. Les contes de Biddle-le-Barbe, c'est pas le livre magique par excellence. Et Hermione a certainement lu tout un tas d'autres livres bien plus intéressants. Et enfin, pour Harry, Dumbledore, en plus de lui léguer l'épée de Gryffondor, mais comme vous le savez, on a fait une vidéo sur le sujet, l'épée de Gryffondor ne pouvait pas lui être donnée. Dumbledore lui a légué en fait un vif d'or. Évidemment, Harry le reconnaît assez rapidement, mais il ne comprend pas que éventuellement à l'intérieur il apparaît quelque chose qui pourrait lui servir effectivement à battre Voldemort. Alors, ce qu'on ne sait pas à ce moment-là de l'histoire, c'est véritablement est-ce que Dumbledore a parié sur le fait que Harry réussirait à devenir le maître de la mort, ou est-ce que c'était juste une manière de lui dire voilà, j'ai détruit un Horcrux et cette pierre pourra te servir pour le moment où tu auras à t'en servir, c'est-à-dire dans la forêt interdite. Ça, c'est pas très très clair. Donc à partir de ce moment-là, Harry va en fait être à peu près convaincu quand Hermione va commencer à comprendre ce que sont les reliques de la mort, et quand il y aura cette rencontre notamment avec Xenophilius Lovegood dans la première partie que l'on voit au cinéma et dans le livre, c'est à partir de ce moment-là où Harry va devenir un peu obsédé
par l'idée de réunir l'ensemble des artefacts des reliques, et que effectivement en devenant le maître de la mort, il réussirait à vaincre Lord Voldemort. Finalement, quelque part, il le dit d'ailleurs, quelque part dans le livre, je ne me souviens plus exactement, mais il parle des reliques contre les Horcruxes. Et il pense que ces reliques, avec ce potentiel magique laissé par la mort, sont suffisamment puissantes effectivement pour venir à bout de Voldemort. Alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est une opinion qui se défend, mais on a un petit doute, et encore une fois on y répondra après avoir terminé cette petite histoire. Alors, ensuite, il va se passer quelque chose de très important après la visite chez Xenophilus Lovegood, c'est la capture de Harry, Ron et Hermione par les rafleurs et la bataille à l'intérieur du manoir des Malfoy. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue et que Harry va devenir le véritable maître de la mort. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là de l'histoire que Harry va désarmer Draco Malfoy. Draco Malfoy désarmé, qui lui était le maître au final sans le savoir de la baguette de Suro. À partir du moment où Harry réussit à vaincre Draco Malfoy, il devient lui-même le propriétaire de la baguette de Suro, même s'il ne la possède pas physiquement. Et donc à partir de ce moment-là, on peut établir qu'effectivement, en possession de la baguette de Suro et de la pierre de résurrection, là aussi sans véritablement encore le savoir, mais de la cape d'invisibilité, Harry est donc le maître de la mort. Ensuite, c'est à Poudlard en fait que Harry va comprendre à quoi sert le vif d'or avec cette étrange inscription, je m'ouvre au terme, où là il va effectivement presser le vif contre ses lèvres et le vif d'or va s'ouvrir et dévoiler la pierre de résurrection que Harry va utiliser pour revoir une image du passé de son père, de sa mère, de Rémus Lupin et de son parrain. Donc à ce moment-là, ces espèces de fantômes, ces visions fantomatiques vont rester avec lui jusqu'à ce que Voldemort le détruise. Et Harry, quand il va subir le sortilège de la mort en plein cœur, va perdre la pierre de résurrection. Et évidemment, cette pierre reste aujourd'hui dans la forêt interdite et a été définitivement perdue. Et donc, c'est pendant ensuite le duel contre Lord Voldemort que Harry va prendre possession de la baguette de Suro. Néanmoins, Harry va pas s'en servir très très longtemps, puisqu'il va replacer la baguette de Suro dans la tombe de Dumbledore, et donc en finir avec cette histoire complètement délirante des reliques de la mort. Et c'est ainsi que tout va se terminer pour l'histoire des reliques. Ce qui est certain, c'est que à notre connaissance, il n'y a eu qu'un seul maître des reliques, ça a été Harry Potter. Et évidemment, maintenant, il va falloir se poser la question de savoir ce que cela signifie. Donc, on revient à notre question de départ. Qu'est-ce que ça signifie véritablement d'être maître de la mort ? Alors, tout d'abord, on va revenir assez rapidement sur la question de l'opposition, effectivement, qui est faite par Harry Potter dans le 7e tome de ses aventures Harry Potter et les reliques de la mort, sur cette espèce d'opposition permanente entre les Horcruxes et les reliques de la mort, comme si les Horcruxes représentaient les forces du mal. Il faut dire que la magie, pour les créer, est une force maléfique, et les reliques de la mort, en imaginant que les reliques de la mort n'aient pas cette dimension en fait religieuse et un peu effrayante de la mort, telle qu'on peut la voir dans la représentation cinématographique, et que donc voilà, les reliques de la mort représenteraient le bien. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Rowling a construit l'ensemble de son roman et l'ensemble de ses intrigues toujours sur cette espèce de dichotomie entre le bien et le mal, et dans le bien, il peut y avoir du mal, et dans le mal, il peut y avoir du bien. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les Horcruxes et les reliques de la mort constituent un petit peu cet épicentre, finalement, de tout ce qui tient le roman de J.K. Rowling. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est plus fort quand on a les Horcruxes ou quand on a les reliques de la mort ? De manière assez claire, vraisemblablement, c'est les Horcruxes, parce que jusqu'à preuve du contraire, aucune des reliques de la mort n'a empêché qui que ce soit de mourir. La baguette de Suro a eu une histoire extrêmement sanglante, où beaucoup de gens se sont affrontés pour la posséder. La pierre de résurrection ne ramène pas les morts, elle ne ramène que des espèces d'aspects fantomatiques. Alors après, il y a la question des inféries, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Quant à la cape d'invisibilité, effectivement, c'est peut-être la relique qui va réussir à protéger son possesseur. Ça, là-dessus, on est d'accord. Maintenant, après, c'est quand même un peu étonnant de se dire que ces trois objets mis bout à bout, outre leur puissance magique et leur puissance symbolique à toutes les trois, sont en capacité, effectivement, de faire vivre quelqu'un indéfiniment. Donc ça, c'est vraiment la question
question qu'on peut se poser, et aujourd'hui, on pourrait avoir vraiment un très très grand débat sur cette question. Donc, être maître de la mort, finalement, on n'a pas la preuve, on n'a pas de réalité là-dessus. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est Harry, et ça restera Harry Potter. Donc, est-ce que Harry était devenu immortel parce qu'il a été en possession pendant un temps des 3 reliques? Pourquoi pas? Après tout, il a perdu Voldemort, mais c'est vrai que rien ne le prouve et rien ne vient, entre guillemets, confirmer ce récit-là et cette idée-là. Donc, là-dessus, on peut même d'ailleurs se dire qu'au final, Harry n'était pas, on va dire, quelqu'un de vivant et de survivaliste avec les reliques de la mort, dans la mesure où, en fait, Harry, tout en étant maître, va décéder. Lorsque Voldemort l'attaque dans la forêt interdite, en réalité, Harry est déjà le maître de la mort, parce qu'il a désarmé Draco Malfoy, ce qui lui a assuré l'allégeance de la baguette de Suro. Il possède la pierre de résurrection. Il avait également la cape d'invisibilité. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas la cape d'invisibilité sur lui. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'intrigue? Est-ce que Harry serait mort? Est-ce que l'Horcrux aurait été tué? Vraiment, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus, sachant qu'avec la pierre de résurrection, on a la preuve que le pouvoir des Horcrux prend le pas sur le pouvoir des reliques de la mort. Donc là vraiment, il y a un véritable truc, il y a un vrai sujet qu'on aimerait poser à J.K. Rowling et voir un peu, elle, quelle est sa vision. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez là-dessus, parce que vraiment, c'est vrai que nous, on pourrait y passer des jours et des jours. Alors, en fait, ce qui est aussi intéressant avec les reliques de la mort, et c'est ce que Rowling a un peu voulu instiguer aussi, comme on vous le disait dans de précédentes vidéos, Rowling a pour habitude de toujours faire appel à tout un tas de légendes, que ce soit des légendes nordiques, celtiques, des légendes plus européennes, voire françaises parfois, pour compléter son récit et pour en tout cas le mettre dans cette espèce de culture et dans cette espèce de civilisation européenne. Et c'est vraiment quelque chose qui est quand même très plaisant. Et notamment sur la question des reliques de la mort, en fait, la symbolique de ces objets, c'est au final le Graal, c'est l'immortalité. Le Graal qui, vous le savez, est la coupe qui est censée avoir servi à recueillir le sang du Christ au pied de la croix, et dont certaines légendes, notamment toute la légende arthurienne, qui laisse à penser que posséder le Graal permet effectivement d'avoir cette espèce d'immortalité. Donc là-dessus, on peut voir cette symbolique légendaire absolument extraordinaire que Rowling n'a pas voulu réinstiguer en tant que telle, mais qu'elle a fait passer par l'intermédiaire des Horcruxes, mais aussi des reliques de la mort. C'est vrai que les Horcruxes peuvent être là aussi vus comme le Saint Graal, mais le Saint Graal des forces du mal. Donc il y a là-dessus une véritable question, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. En l'occurrence, ça a été le sacrifice du Christ pour qu'il y ait le Graal, et il faut un sacrifice pour qu'il y ait des Horcruxes, et les reliques de la mort, elles aussi, ont demandé de très nombreux sacrifices. Alors, oui, dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est évidemment le fait aussi que l'image des reliques de la mort et ce symbole des reliques de la mort, tel qu'il existait sur la tombe des Pévrel et également dans le livre des contes de Biddle de Barbe, on s'aperçoit bien que c'est devenu un symbole politique qui en fait a été détourné de son histoire à la base. C'est un peu quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec la croix gammée du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est en fait une croix gammée qui a été inversée par rapport à sa version originale, puisque la croix gammée en fait inversée en sanskrit, c'est la Svastika, qui signifie en fait le bien. Et en fait, ce logo a été complètement détourné de son esprit d'origine et est devenu aujourd'hui un des symboles qui fait le plus peur. Et en fait, les reliques de la mort, là aussi, ont été peut-être conçues sur le principe du bien, mais au final ont été détournés dans leurs usages, mais aussi dans leur symbolique, puisque Grindelwald en a fait un véritable chemin vers la noirceur et vers ses thèses, effectivement, pour le plus grand bien. Donc là aussi, on retrouve cette dynamique de la question du bien entre la Svastika des nazis en sanskrit et la croix gammée des nazis avec le symbole des reliques de la mort. Le parallèle est assez facile à effectuer, mais c'est vrai que ça reste quelque chose vraiment d'intéressant. Alors là aussi, ce n'est pas un symbole qui mettait en avant effectivement une pseudo-immortalité ou autre. Alors d'ailleurs sur l'immortalité, et c'est peut-être par là que nous terminerons cette vidéo, c'est un principe qui est néanmoins très présent dans Harry Potter et qui est présent dès Harry Potter,
à l'école des sorciers, c'est évidemment par l'intermédiaire de Nicolas Flamel, dont on découvre le personnage dans Les Crimes de Grindelwald, que effectivement on a une première vision concrète de l'immortalité. Mais l'immortalité, cette fois-ci, elle ne lui est pas apportée par de la magie au sens d'un sort ou au sens d'un objet magique très puissant. C'est la pierre philosophale qui est un procédé, le résultat d'un procédé alchimique. On a fait toute une vidéo sur Nicolas Flamel, ça a été l'une de nos premières vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans notre playlist sur les personnages de la saga, où là vous pourrez voir un petit peu, on vous explique tout ce processus et la manière dont philosophiquement, à la fois dans le monde réel mais aussi dans le monde du Wizarding World, la pierre philosophale a pu exister et en tout cas a été l'un des grands sujets à partir du XIIIe, XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle à peu près. Voilà, c'est vrai que l'immortalité est présente, donc peut-être que les reliques de la mort sont éternelles et peut-être permettront-elles un jour à quelqu'un d'autre de devenir maître de la mort. Après tout, pourquoi pas, hein, la baguette de Suro repose dans la tombe de Dumbledore, alors il faudrait fracturer la tombe, mais ça a déjà été fait, donc pourquoi pas, il faudrait retrouver la pierre de résurrection, et en l'occurrence, la cape sera toujours détenue par un Potter, en l'occurrence, actuellement, c'est James Potter qui l'a, donc le fils aîné de Harry Potter, qui le transmettra à son fils ou à sa fille aînée, comme il est de rigueur dans la famille Potter, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'un jour on pourra reparler de cette immortalité si J.K. Rowling décide de poursuivre un peu les aventures de Wizarding World, donc peut-être en faisant un saut dans le futur, pourquoi pas. Même si évidemment ça n'a pas l'air d'être au programme, mais on ne sait jamais, on a fait un petit saut dans le passé, donc un petit saut dans le futur c'est toujours quelque chose de possible. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur cette première vidéo d'une grande question du Wizarding World. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos avis là-dessus, est-ce que les reliques de la mort rendent vraiment éternelles, qu'est-ce que ça signifie d'être maître de la mort. Nous c'est un sujet qui nous passionne, on aurait pu vous faire une vidéo bien plus longue sur le sujet, mais ce qui nous intéresse surtout c'est de vous écouter. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour encore explorer toujours un peu plus profondément l'univers de Harry Potter et des animaux fantastiques et donc plus globalement du Wizarding World. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les notifications et aussi de regarder nos anciennes vidéos. À très bientôt.